Johnny Hallyday, loin d'être rassasié par ses 6 concerts de Bercy avec ses potes Jack Dutronc et Eddie Mitchell, revient lundi avec un 49e album studio, Restez vivant, et trépigne déjà d'impatience à l'idée de repartir l'an prochain dans une tournée au long cours. Aux États-Unis, les musiciens savent qu'il n'est pas seulement un artiste très célèbre en France, mais qu'il est super. C'est vraiment un chanteur profond. C'est l'un des meilleurs chanteurs au monde, donc je l'ai toujours respecté. Ce n'est pas les 6 soirées avec ses potes d'enfance, Jack Dutronc et Eddie Mitchell, qui l'ont rassasié. Cela a été du pur bonheur. Très sincèrement, j'ai été très triste quand ça s'est arrêté, a-t-il déclaré. Seul face à un horizon. À 11 ans, et 5 ans après avoir passé plusieurs jours dans le coma et floré la mort, Johnny clame plus que jamais son souhait de rester vivant avec un 49e album studio empreint de mélancolie, mais aussi d'une belle énergie rock et d'une voix plus intense que jamais. Et tu lui ouvres enfin les bras. Certains critiques voient déjà ce disque comme son meilleur depuis ses collaborations avec Michel Berger pour Rock'n'Roll Attitude en 1985 ou Jean-Jacques Goldman pour Gang en 1986. Johnny Hallyday est audiogénique. Sa voix jaillit des haut-parleurs et pour les musiciens qui l'écoutent, c'est « Waouh, mais qui est ce type ?» Il a une personnalité immense, une présence, un charisme. Mais Johnny Hallyday ne remonte pas aussi loin, situant son dernier bon album au 100% réalisé en 1999 avec son fils David, mais ne cache pas que les derniers disques ont pu décevoir. Un jour l'amour te trouvera. Il est vraiment cool, mais je peux vous dire que sous ses airs détendus, l'album lui importait beaucoup. Et il était très soucieux de faire de la bonne musique, il prend ça très au sérieux. Cette fois, l'émotion et la justesse sont là pour chanter la solitude, la passion, mais surtout le temps qui passe pour tout le monde, thème central des 12 nouvelles chansons où les verbes se conjuguent au passé. I do not agree. This is not for me. No musical genocide. Dans la plus grande tradition du jazz, c'est à travers sa musique que Gregory Porter fait passer ses idées. Musical genocide. À 43 ans, ce chanteur-compositeur américain proteste contre l'uniformisation de l'industrie du disque. Ancré dans le gospel et le blues dès son plus jeune âge, il aimerait que ces courants retrouvent une place au XXIe siècle. Give me a blues song. Tell the world what's wrong. What about the gospel singer giving those messages of love? Oh, and the soul man with your heart in the palm of his hands. I like to party, but if everything is party, then it's... J'aime faire la fête, mais si on ne fait que cela, il y a un manque de profondeur, de réflexion, de réel. Une histoire d'amour, une mère ou une famille. Si quelque chose n'est pas ancré dans la réalité, il y a un déséquilibre. There's an imbalance. I will not commit, no will not submit to musical genocide. En 2013, son 3e opus est sorti chez Blue Note, le label des légendes du jazz. Un succès planétaire, récompensé aux Grammy Awards, disque d'or en France, l'album s'est vendu à plus de 500 000 exemplaires. Une manne financière non négligeable pour Don Was, qui dirige la maison de disques depuis 3 ans. Le mythique producteur des Stones, de Bob Dylan, assure dégager des bénéfices en 2013, mais dans un contexte économique difficile. Certains albums de jazz ne se vendent qu'à 2500 ou 3000 exemplaires, ce qui signifie aussi que vous devez tenir l'équilibre et que vous devez produire un album avec moins de 10 000 $. Et c'est très très dur à faire quand vous payez les musiciens, les ingénieurs du son, le studio. C'est même impossible si vous allez dans un bon studio d'enregistrement. Robert Glasper, c'est l'autre succès de Blue Note. Influencé par sa mère chanteuse de gospel, il débute le piano à l'âge de 12 ans, avant de découvrir le hip-hop quelques années plus tard.
À 36 ans, avec 6 albums à son actif, il mêle toutes ses influences pour créer un jazz unique, un son authentique que le label défend depuis 75 ans. Si vous recherchez vraiment l'esthétique, les dessous de la super musique du catalogue Blue Note, rien n'est fait en regardant vers le passé. Tout se résume à l'après. Que peut-on faire que personne n'a jamais fait et que nous-mêmes, nous n'avons jamais produit? En 2012, son album Black Radio réunit la crème des artistes hip-hop et de la soul américaine. Le mélange détonne et se vend à plus de 250 000 exemplaires. Glasper dépasse les frontières du jazz et remporte le Grammy Award du meilleur album de R&B. Après John Coltrane, Miles Davis ou encore Herbie Hancock, c'est avec ses nouveaux poulains que Blue Note poursuit son éclectisme nouvelle génération. Les images sont encore fraîches dans la mémoire des habitants de Noisy-le-Grand. Le cœur de l'action s'est passé là, sur cette place-là, qu'on appelle la fameuse place des Fédérés. C'était en mai dernier. Ces images ont été tournées par un habitant des lieux. Pendant une quinzaine de jours, l'équipe de Hunger Games s'est installée ici dans le fameux ensemble du Palacio, un décor futuriste qui avait déjà séduit Terry Gilliam il y a 30 ans pour son film Brasil. Quand les résidents ont appris la nouvelle, ils sont tombés des nues. Personne n'a cru que ça allait se passer ici. C'était trop fort, je dirais trop beau. Surtout que le quartier, malheureusement, il est à l'abandon depuis quelques années. Une vingtaine de jeunes du quartier ont même travaillé pour la production pendant le tournage. La mairie, elle, s'était fait promettre une chose. Nous, notre préoccupation, c'est qu'on ne sorte pas du film en se disant « Noisy, c'est l'enfer ». Et je crois que de ce point de vue-là, le contrat a été très bien respecté. Rolling. Changement de décor. Nous voici à Clichy-la-Garenne. Après Aubervilliers, les Lilas, Ivry, l'équipe du film Bastille Day s'est installée là pour la journée. Un thriller américain. Nous sommes toujours en banlieue parisienne et ce n'est pas un hasard. On savait qu'il y avait plusieurs villes dans la ville et l'idée était de mettre 2 Américains dans ces villes pour montrer au monde à quoi ressemble Paris dans son ensemble, tel qu'il est vraiment. Une volonté de sortir des clichés que l'on constate au Pôle Média Grand Paris. Cet organisme est chargé de la promotion de la Seine-Saint-Denis auprès des sociétés de production. Par le passé, lorsque Woody Allen venait tourner Midnight in Paris, c'était une journée aux Puces de Saint-Ouen qui sont un lieu emblématique. Aujourd'hui, on va avoir des tournages plus longs, on va avoir des tournages plus implantés. On va avoir une véritable volonté d'utiliser le tissu urbain de la banlieue comme un élément du film. Un chapeau de Napoléon a été acheté à 1 884 000 € par un collectionneur sud-coréen dimanche lors d'une vente aux enchères de souvenirs napoléoniens à Fontainebleau, près de Paris. Ce chapeau, l'un des 19 bicornes authentifiés de l'empereur existant encore dans le monde, faisait partie de la prestigieuse collection du palais princier de Monaco. Le nom du collectionneur sud-coréen n'a pas été communiqué par la maison de vente. Les quelques 1000 pièces proposées par les études Osséna, Binoche et Giquelot avaient été réunies par Louis II de Monaco, arrière-grand-père du prince Albert qui a décidé de les disperser. La vente était attendue fébrilement tant en France qu'à l'étranger par les nombreux passionnés de l'ancien empereur, sans doute le personnage historique français le plus connu dans le monde. Je suis venu pour mon chef, le patron de l'entreprise. Il voulait l'acheter car on a un nouveau bâtiment et ce chapeau fera effet là-bas pour la nouvelle génération. Nous voulons montrer ce chapeau pour faire venir les gens et parce que les gens de notre entreprise sont pareils car nous sommes des pionniers en Corée. Estimé entre 300 000 et 400 000 €, le chapeau de forme traditionnelle en feutre dit en castor noir provient de Joseph Guiraud, vétérinaire de la maison de l'empereur. Je m'attendais à un peu moins, mais je suis content maintenant. Tout va bien. D'autres pièces rares devaient passer sous le marteau
notamment les trophées saisis par les troupes prussiennes à Waterloo, dans les berlines de l'empereur, gants, argenterie, épée, ordre de chevalerie. Au programme également, les chaussons de baptême de son fils, le roi de Rome, brodés aux armes impériales, une montre entièrement en ivoire donnée par Napoléon au général Drouot, une rare assiette du service dit des quartiers généraux et de très nombreux souvenirs de la Grande Armée et de l'entourage du souverain. L'édition 2014 du concours de beauté panafricain Miss Nayade s'est déroulée samedi soir au Palais des Congrès de Cotonou au Bénin. À l'issue de ce concours, Manuela Kevin Elvira Bignon Nononsi, deuxième dauphine de Miss Bénin 2014, a été sacrée Miss Nayade 2014. D'une taille de 1,74 m et âgée de 19 ans, Manuela Nononsi est en première année de génie informatique et de télécommunications. Première sur les 13 candidates venues du Cameroun, du Gabon, du Nigeria, du Togo, du Congo, de la Guinée-Bissau, du Burkina Faso, de la Centrafrique, de la Côte d'Ivoire et du Bénin, Manuela Nononsi a séduit aussi bien le public que le jury. Dans un premier temps, elle est retenue parmi les 9 candidates devant continuer la course pour mériter la couronne convoitée après les passages en tenue traditionnelle et de ville. Ressortissante du département des Collines, celle qui fait aujourd'hui l'honneur du Bénin s'est faite beaucoup plus remarquer grâce à sa brillante réponse sur les noms des personnes ayant reçu le prix Nobel de paix 2014. Sa première dauphine est la Camerounaise Florence Épée et sa deuxième dauphine est la Congolaise Glody Muindo. La Miss Nayade 2014 recevra une enveloppe financière et de nombreux lots en nature. Elle vient de réaliser le rêve du Bénin en décrochant la couronne de beauté posée dans le cadre des Miss Nayade. Il a fallu que le jury choisisse celle qui était la meilleure. Je ne dirais pas que je pense être la meilleure. Nous avons toutes été meilleures, mais il fallait qu'on fasse un choix. Et ce choix a été porté sur moi. Le concours Miss Nayade permet depuis 14 ans aux filles ayant terminé première et deuxième dauphine des concours Miss de leur pays respectifs de prendre leur revanche. De fierté et un sentiment de reconnaissance envers le comité Miss Nayade pour avoir une fois apprécié le talent de la jeune fille camerounaise que je représente ici aujourd'hui. Je tiens véritablement à remercier tout le monde, toutes les personnes qui sont venues. Et je suis très fière de mon titre de première dauphine Miss Nayade. Je suis heureuse. Parmi tant de belles filles et parmi les beautés africaines, je remportais quand même la 3e place de l'élection Miss Nayade Afrique. Bien sûr, ce n'est pas la mer à boire quand vous êtes entouré de belles créatures d'Afrique et vous êtes retenu. Je pense que c'est un sentiment de joie, en même temps c'est un sentiment de tristesse pour celles qui n'ont pas passé. Alors voilà, je suis heureuse. Selon Eustache Mekinda, le promoteur de l'événement, ce concours de beauté est né dans le but de promouvoir la culture et l'intégration africaine, mais surtout de valoriser la femme africaine en l'impliquant dans le développement.